Donc j'ai le privilège d'accueillir David Hiller, conseiller d'État en charge du département des Finances. Évidemment qu'on ne le présente plus, on le connaît tous. On le remercie d'être avec nous aujourd'hui car cette fin de législature est particulièrement chargée pour lui et nous sommes très heureux de pouvoir participer avec lui à cette réflexion sur réinventer la place financière genevoise. Merci. Bien, mesdames et messieurs, merci de m'avoir convié à cette rencontre. Au fond, on m'a demandé de parler de l'impact sur les finances publiques de ce qui se passe en fait depuis 2008 autour de la place financière. On pourrait presque donner le chiffre et clore ainsi l'exposé, mais on va peut-être essayer de mettre un peu de chair autour de ces questions. Alors, vous dire d'abord que impact il y a. Cet impact, il est en fait beaucoup plus important que ce que laisserait entendre, au fond, les chiffres liés soit à l'emploi bancaire, soit au PIB. Vous le savez, on a eu entre 2007, année de référence un peu questionnable, puisque c'est une année de tous les sommets, et 2012, selon les études dont on dispose, à prendre tout de même avec des pincettes, parce que les calculs de PIB au niveau cantonal n'ont pas la même fiabilité que la comptabilité nationale, je m'empresse de le préciser. Mais en substance, le chiffre qui frappe, au fond, c'est qu'alors qu'on avait l'habitude de vivre avec un 22% ou un peu plus du PIB genevois lié aux activités financières et d'assurance, puisqu'on n'est pas capable de faire strictement au niveau cantonal la séparation, on s'est habitué à vivre ces derniers mois avec, ma foi, ces dernières années, avec du 17-18%. C'est grave et pas grave, puisque pendant la même période, le PIB genevois a augmenté, il n'a pas baissé. Donc au fond, on est plus sur un secteur qui a perdu quelque chose, alors que le reste de l'économie a poursuivi son développement. Donc, quand on regarde les chiffres fournis par la place financière en termes d'emploi, en gros, peu d'emplois perdus, finalement, 5%. Alors, beaucoup plus de gens qui ont perdu leur travail, par contre, parce que c'est plus tout à fait les mêmes. Il y a donc, passage difficile pour les concernés, c'est toujours difficile. Perdre un emploi, sans doute un peu moins de mathématiciens, un peu plus de juristes, j'ai bien compris, liés à des activités de compliance, mais pas un effondrement du tout. De l'autre côté, évidemment, en termes de PIB, c'est une perte de mémoire d'un peu plus de 10% sur Genève, sur la part qui est liée à banque et assurance, toujours sur la période 2007-2012. Donc, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé, d'abord en 2008-2009, compte tenu du fait que la Suisse est un des pays qui doit faire le plus d'efforts par rapport à la mise en place de la régulation internationale nouvelle, on peut dire qu'en somme, on s'en tire plutôt bien à ce stade. Maintenant, la grande question, c'est est-ce le début ou le pire est-il derrière? C'est ça la grande question. Je vais essayer non pas d'y répondre, sinon je ferai fortune dans les prédictions, mais je vais plutôt essayer de donner un certain nombre
d'éléments qui, du point de vue général, puisque c'est celui que j'incarne ici, doivent apporter des éléments de réponse. Alors, je vais simplement mettre mes lunettes pour vous dire les chiffres entre 2006 et 2011, parce que 2012, les taxations sont pas terminées, c'est un peu dangereux. En prenant l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le revenu pour la part des banquiers privés, évidemment, on arrive en fait, chiffre rond, on était à quelques centaines de milliers de francs près à 600 millions de recettes fiscales sur l'ensemble du secteur banque-finance, hors assurance. On parle que de l'impôt sur le bénéfice et on lui ajoute l'impôt sur le revenu, qui est la seule chose qui est à peu près comparable pour les banquiers privés. 2011, dernière donnée solide disponible, 310 millions. Alors, essayons d'interpréter ces chiffres, donc 48% de baisse. Essayons, vous êtes les premiers d'ailleurs à entendre ces chiffres, hein, je signale au passage. Essayons de comprendre pourquoi ces chiffres sont aussi prononcés, avant de nous intéresser peut-être à la deuxième partie, c'est-à-dire en termes d'impôt sur le revenu des salariés, quelles sont les conséquences éventuellement qu'on peut essayer de dénoncer, alors sans les calculer, ça je vous le dis tout de suite. Donc, premier élément, une partie importante de cette perte, tout comme tout le monde le sait, on va le dire, hein, une grosse centaine de millions, est liée au fait qu'avec la crise de 2008-2009 et le mécanisme des pertes reportées, hein, que vous pouvez déduire des bénéfices pendant 7 ans, fait que les grandes banques suisses ne contribuent plus à l'impôt sur le bénéfice. Bah, tout le monde le sait. Les conséquences sont autrement dures pour le canton de Zurich. Hein. Si vous suivez un peu ce qui se passe du point de vue des finances publiques dans le canton de Zurich, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose quand vous perdez un impôt sur le siège mondial d'entreprises multinationales dont les bénéfices étaient plus que conséquents, que lorsque vous retrouvez au bout de la chaîne, dans une répartition intercantonale, comme c'est le cas de Genève. Donc, d'une certaine façon, évidemment, l'impôt sur le bénéfice, chaque fois qu'il y a eu des pertes très importantes, n'a pas épousé la conjoncture. C'est-à-dire qu'au fond, il faut plusieurs années, pour les grandes banques, mais pour quelques autres aussi, à vrai dire, pour retrouver, en fait, une possibilité de reverser un impôt sur le bénéfice, et donc une croissance de cet impôt sur le bénéfice. Donc aujourd'hui, j'ai souvent été interrogé, mais assez récemment au fond, mais est-ce que vous n'avez pas peur des conséquences fiscales de ce qui est en train de se passer avec la place financière? J'ai dit oui, mais d'un autre côté, ça y est, j'ai déjà perdu, quoi. C'est important de le dire, c'est déjà dans les comptes, quelque part. Et si on peut imaginer encore, pour les raisons que vous avez vues ce matin, une certaine érosion, en revanche, elle sera vraisemblablement compensée par le retour, parmi les contribuables, au niveau de l'impôt sur le bénéfice, des grandes banques. À l'horizon 2015, 2016, ça va un peu dépendre pour les uns et pour les autres des résultats, évidemment, et des amendes de l'autre, hein, faut quand même le dire. Donc, de ce point de vue, un peu comme pour l'ensemble de l'économie genevoise, on retrouve une résilience assez remarquable, hein, à Genève, pour aujourd'hui. Et d'une certaine façon, ce qui n'est pas très clair aujourd'hui, quand on parle de l'impact sur les finances publiques, c'est quelle est la part à attribuer simplement à la crise de 2008-2009, donc à des événements purement économiques, et
quelle est la part à attribuer au changement de modèle d'affaires, pour utiliser cet euphémisme qui m'amuse toujours au fond de moi, c'est-à-dire le fait de ne pas fonder une partie de l'activité sur de l'argent non fiscalisé. Ce que dit quand même le chiffre, et quelques autres auxquels j'ai accès, vous pas, pour des raisons de secret fiscal, c'est que, grosso modo, c'est moins une question de chiffre d'affaires qu'une question de marge qui est en jeu. Ce qui est assez normal, parce que, pas à vous que je vais apprendre que tout a un prix. Le pricing, évidemment, pour des avoirs qui fuyaient un fisc étranger n'était pas tout à fait le même, c'est ce qu'on appelle un avantage concurrentiel de taille, que si vous êtes sur un business normal. Donc aujourd'hui, cette transition s'effectue, et ce qui est impressionnant pour les quelques données qu'on connaît, c'est-à-dire l'apport net de fonds sous gestion, c'est cette capacité de résistance. C'est-à-dire, oui, il y a de l'argent qui est parti, forcément. Oui, il y en a pas mal qui est arrivé aussi, et souvent avec des soldes positifs. Ça, c'est quand même une performance remarquable, même si, selon les derniers chiffres que j'ai eus sous les yeux cette année, il semble y avoir un essoufflement dans cet apport. Mais qu'est-ce que ça signifie à mes yeux? Ça signifie que lorsque vous avez une place qui a pratiquement 6 siècles d'existence, 6 siècles d'existence, l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des relations d'affaires constitue quand même un sacré point de résistance même à l'adversité. Presque envie de dire, dans l'histoire de la banque et du négoce, puisque les deux activités étaient beaucoup plus voisines dans le passé, il y en a eu d'autres, pour des raisons différentes, mais il y en a eu d'autres, des crises de cette ampleur. Et dans ce cas-là, ce qui frappe, c'est plutôt la résilience. Alors, la question que chacun se pose, c'est est-ce que ça va continuer comme ça? Pas est-ce que ça va recroître? Même si, en termes de PIB, il y a une croissance sur 2012. En termes d'impôts, pas franchement l'impression qu'il y aura une reprise sur 2012, mais avec une trop grande part d'estimés. Et je dirais là, il y a des éléments à prendre en compte. Le premier, qui pour moi est un facteur d'inquiétude, c'est qu'au fond, il n'y a jamais eu autant de lois présentées et adoptées par le Parlement, mais en même temps, le processus n'est pas tout à fait terminé. Il reste quand même 2-3 lois très importantes pour clore cette hyperactivité législative que dans les cantons, souvent, on a eu bien du mal à suivre, d'ailleurs, parce qu'on est consulté à chaque fois, on a pris position à chaque fois, et effectivement, le moment déterminant, c'est la manière dont on va pouvoir entrer dans l'échange automatique d'informations à des conditions qu'on ne connaît pas bien. Parce qu'échange automatique, c'est un terme politique assez mythique, mais enfin, ça dépend ce qu'on échange comme information aussi. Et là, le standard OCDE est en fabrication. En même temps, il est pour 2015 et on n'est pas tout à fait à jour sur d'autres standards, qui doivent encore faire l'objet, ce qui nous vaut cette liste noire avec quelques pays sympathiques, une partie d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris qu'ils existaient, d'autres qui sont un peu plus connus parce qu'un peu plus riches, comme les Émirats Arabes Unis. Mais au fond, évidemment, notre système, qui a l'immense avantage d'une stabilité juridique, parce que en France, qu'est-ce qu'il y avait? Une 60aine d'impôts, c'est ça, qui ont été créés en 2 ans. En Suisse, pour créer 60 impôts, il faut 60 ans. Mais d'un autre côté, évidemment, quand vous êtes soumis à une nouvelle régulation, il y a quand même un risque de prendre un peu trop de temps. Et c'est un avantage, ça permet de changer de clientèle, mais d'un autre côté, ça peut aussi valoir une pression encore plus forte. Deuxième élément inquiétant, ce
ce qui arrive à la place financière crée manifestement une instabilité politique. Alors ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'un certain nombre de partis qui traditionnellement se définissaient d'ailleurs comme tels, comme les partis de l'économie, cherchent à prendre des distances, sont soumis à une résistance populaire qui se marque plutôt à droite, je veux dire, mais qui se marque aussi un petit peu malgré tout à gauche, qui est de dire, voilà, maintenant ça suffit, on ne veut plus payer pour les banquiers, qui se débrouillent. Et évidemment, dans certains cas, notamment on l'a vu avec la Lex Americana, de dire, ok, on sait bien qu'il faut tout faire tout ça, mais on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas encore perdre plus d'électeurs en se couchant devant les autres. Si le référendum FATCA aboutit, là, je pense qu'il y a aussi une zone de risque. Je pense que vous la mesurez, parce que c'est bien de faire les malins, mais les possibilités de rétorsion américaines sont quand même un tout petit peu hors normes. Donc là, on a un certain nombre d'éléments d'instabilité qui fait qu'au fond, le Parlement fédéral qui, pendant des années où j'ai suivi ça, disons, de façon un peu plus extérieure, on a l'impression que tout était lent mais joué d'avance. Aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, et ça se polarise autour de la personne de Madame Widmerschlum, enfin à mes yeux de façon d'ailleurs totalement injuste, mais on a une instabilité politique autour de ces grands thèmes, puis il y a bien un moment où il va falloir prendre la dernière décision. Et là, je pense que l'un des risques qu'on a, c'est le refus d'obstacles. Parce qu'à un moment, c'est peut-être pas tellement de prendre la mauvaise décision, mais de ne pas en prendre. Ce que j'appelle, non pas que je m'intéresse particulièrement au concours hippique, mais enfin quelqu'un a dû me souffler cette image un jour, le refus de l'obstacle. Ça va durer quoi, 2 ans, pas beaucoup plus. On est au bout des processus, mais il ne faudrait pas faire les mauvais choix. D'autre part, deuxième élément, je crois, qui est important à signaler, c'est qu'on a besoin, pour reconstruire, réinventer, c'est pas moi qui vais l'inventer, nouvelle place financière, c'est les acteurs économiques qui vont l'inventer, mais pour la réinventer, pour la reconstruire, pour tout ce que vous voulez, la faire évoluer, on a besoin de retrouver un atout fondamental de la Suisse qui est la sécurité juridique. Et tant qu'on n'a pas fini l'ensemble de ces réformes législatives, on n'a pas la sécurité juridique. Et ça, c'est évidemment très embêtant pour les clients qui en feront la cruelle expérience, mais ça peut être embêtant aussi pour la place financière. Donc ces éléments, je crois, font qu'on est encore, pour 2 ans, dans une période exposée. En parallèle, et avant de revenir à des questions plus spécifiques à la place financière, on est quand même dans une zone de risque générale pour des raisons politiques. On dresse, lorsqu'on fait un plan financier quadriennal, une sorte de liste des risques. Normalement, en fait, c'est les risques que nous générons par notre activité, mais là, les risques environnementaux, au sens économique et politique du terme, étaient les plus forts, parce qu'effectivement, on va voter toujours dans le même espace-temps sur la Croatie, sur Ecopop, sur l'initiative UDC contre l'immigration excessive. Je peux dire que si une de ces initiatives passe, ça va secouer. Ça va secouer, mais pour de vrai. Puisque dans tous les cas, on est là exposé à une clause guillotine. Tous les accords tombent. Donc là, ça facilite pas non plus d'être dans ce contexte-là. Je crois qu'il faut le dire. En dehors de ces éléments, il y a une chose qui ne nous est pas connue. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin des politiques dites accommodantes, consistant, numéro 1, vous le savez, à avoir des taux proches de 0, taux d'intérêt directeur des banques centrales, puis deuxièmement, en ce qui concerne les États-Unis, il y a des rachats quand même massifs de dettes de l'État américain. Qu'est-ce qui va se passer dans un environnement où, en fait, la zone euro, mais l'OCDE de façon plus générale, les États-Unis avec,
tout le monde maintenant converge avec bonheur vers 100%. L'endettement représente 100% du PIB. Hein. Il y a un moment, on ne peut pas maintenir indéfiniment les taux à zéro, je veux dire. Pour une raison ou pour une autre, on sortira de ça. Alors évidemment, vous avez toujours deux écoles, les pessimistes et les optimistes, mais on ne peut pas imaginer qu'il va se passer rien. L'hypothèse la plus probable, c'est que si les taux sont plus fixés de façon relativement artificielle bas, les taux des obligations vont monter et qu'on devrait normalement alors avoir quand même un appel, les possesseurs d'actions vont acheter aussi des obligations, puisqu'à ce moment-là, elles seront relativement intéressantes, ce qui pourrait casser cette magnifique courbe qu'on connaît des différents indices boursiers des pays développés, depuis quand même longtemps, maintenant. On est bientôt à 2 ans de montée incessante. Alors bon, dans ma vie, j'ai eu la chance de faire de l'histoire économique. Disons, la seule chose que je sais, c'est quand une courbe monte longtemps, c'est qu'elle ne va pas tarder à baisser une fois ou l'autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Donc, on a donc devant nous, plus vraisemblablement, d'après ce qu'on entend aujourd'hui des Américains, à l'horizon 2015, voire 2016, encore un passage un peu difficile à passer, mais là pour des raisons économiques. Et puis, autre danger, je crois qu'il faut quand même l'aborder brièvement ici, c'est la question du négoce international à Genève. Il y a une activité exportatrice de première importance. La première, vous le savez tous, c'est la gestion des patrimoines, la gestion de fortune, quel que soit qu'il s'agisse de private banking, qu'il s'agisse d'asset management, de gestion institutionnelle, avec des traductions plus ou moins heureuses et imprécises entre les deux langues. Mais une autre activité qui concerne à la fois un certain nombre de banques étrangères et les grandes banques suisses et la Banque cantonale, nul ne l'ignore, c'est évidemment le financement des activités de négoce. C'est une activité extrêmement spécialisée, très difficile à faire. Si on n'a pas les équipes, il vaut mieux pas le faire, hein. On peut y perdre beaucoup d'argent, mais extrêmement rémunératrice. Donc c'est pour l'essentiel, donc, des prêts sur des cargaisons, que ce soit de bananes ou de pétrole, sur des durées généralement de 45 jours, où le risque évidemment c'est que sous une forme ou une autre, la marchandise disparaisse dans ces grands périples autour de la planète. Là évidemment, autour de la question de l'abolition des statuts cantonaux, la question du négoce est une des plus délicates, parce que vous avez sans doute lu ces nouveaux mots un peu barbares, IP box, patent box, tout ceci sont donc des moyens d'avoir des impôts plus bas pour des sociétés innovantes. À ce jour, il n'y a pas vraiment de modèle qui permette d'entrer le négoce international dans ce type d'innovation, à moins de prendre des risques de sécurité assez importants, de sorte que la conservation du négoce, à moyen, à long terme ou à court terme, ça dépend quelle est la patience que l'Union européenne montrera à notre égard, je ne pense pas qu'elle sera énorme, et bien évidemment, ça exige, la conservation de cette activité exige quand même une baisse de taux assez substantielle, sachant tout de même que les bénéfices de ces sociétés, si on parle de l'impôt cantonal et communal, on n'est pas très loin pour elles seules de ce que je vous ai indiqué qui reste pour les activités bancaires. Hein. Bon, pour les finances publiques, c'est un risque assez certain, mais si par hasard, on ne sortait pas de cette affaire par le haut, et que d'une façon ou d'une autre, hein, parce que la Suisse est indifférente à ce qui se passe à Genève, parce que les Genevois prennent des mauvaises décisions, si nous perdions ce que nous avons, c'est-à-dire la première ou la deuxième, plus vraisemblablement deuxième place de négoce du monde, les conséquences pour la place financière ne sont pas non plus négligeables. Il faut le dire aussi, on aurait une sorte de coup de pied de l'âne venant au pire moment. Hein. Maintenant, ça c'est un certain nombre de risques. Le fait c'est que sur chacun des sujets évoqués, sauf sur ce qui est mondial,
on est en principe en mesure, les différents acteurs, de faire que tout ceci ne se finisse pas par une série de catastrophes. Généralement, sur les grandes décisions, le peuple suisse montre quand même une certaine sagesse. Du côté bancaire, et particulièrement donc dans le secteur private banking, asset management, on voit quand même une capacité de réaction qui est impressionnante, hein, quand même des acteurs de la place. Ça ne s'est pas effondré. Alors évidemment, c'est normal que ça ne soit pas effondré en 2008-2009, parce que l'avantage de la gestion de fortune, c'est que le risque est essentiellement pour le client, mais c'est pas comme la banque d'investissement, où c'est la banque qui coule. Par contre, si on voit tout ce qui s'est passé en termes de régulation, toutes les attaques, tout le déficit d'image aussi au niveau international, il faut quand même remarquer que, je vais le dire trivialement, avec irrespect, les banquiers genevois ne sont pas des manches. Il faut quand même le dire, les réponses ont été adaptées. Maintenant, ces réponses, et c'est eux-mêmes qui le disent, et je pense que ça va se passer un peu comme ça, dans ce nouveau monde avec cette régulation internationale, une partie des affaires qui se faisaient à Genève va se faire ailleurs. Les banquiers privés genevois, qui ne seront plus pour l'essentiel privés l'année prochaine, n'est-ce pas, sont des multinationales également. Ça, on l'oublie déjà aujourd'hui. Et effectivement, ces réorganisations peuvent se faire quelque peu à notre dépens. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point de finances publiques. Ce qui est difficile, ce qu'on ne sait pas mesurer. Parce qu'au fond, dans nos bases de données, pour toutes sortes de raisons, on n'attache pas les salariés à leur établissement. Hein. Donc, ce qu'on ne sait pas mesurer, c'est les pertes de recettes fiscales dues à la réduction des bonus. Alors, disons, on nous le dit, c'est écrit, les bonus ont été réduits de 40 ou 50%, nous le croyons volontiers. Les gens qui connaissent, les gens qui avaient des bonus peuvent confirmer qu'ils se peinent beaucoup, bon, donc ça doit être vrai. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Ça représente parfois un peu plus qu'on ne le croit, parce que nous avons une fiscalité extrêmement redistributive, très progressive. Et évidemment, sur des revenus importants, quand vous perdez quelque chose, les taux étant élevés, vous perdez pas mal. Mais on n'a pas l'impression, globalement, que jusqu'ici, ça a totalement déstabilisé. Alors, ce que nous pensons, je dis nous, parce que ça c'est vraiment plutôt une position Conseil d'État, ce sur quoi nous avons toujours fondé nos scénarios économiques, c'est que, en gros, il ne fallait plus compter pour la place financière pendant 10 ans pour générer de la croissance. Voilà. Ça, c'est l'idée qu'on a, mais qu'il n'y aura pas effondrement. Et qu'après tout, on ne peut pas toujours demander au même secteur de générer la croissance. Deuxième, évidemment, constat que nous avons fait, c'est que nous avons quand même une certaine addiction à l'égard de l'argent qui était prélevé par le biais de la fiscalité sur les banques, faut quand même le dire, et que, voilà, ça explique un certain nombre de plans qu'il a fallu faire ces 2 dernières années au niveau des charges pour revenir un peu dans le moule. C'est un argent finalement facile pour l'État que nous n'aurons plus. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a eu des compensations, parce qu'il y a un secteur, vous le savez, qui surperforme, c'est l'horlogerie-bijouterie, hein, de façon totalement impressionnante. Et traditionnellement, ça a toujours été un peu entre la plus grande banque et le plus grand horloger, un concours à celui qui payait le plus d'impôts. Hein. Je ne sais pas s'il le vivait comme ça, mais enfin, vu du haut, c'est comme ça. Donc évidemment, il y en a un qui l'a sérieusement emporté pour quelque temps, mais enfin, qui vraisemblablement l'emporterait, cette compensation. Le moment délicat que nous allons vivre, c'est qu'au fond, les autres secteurs qui font notre richesse, c'est-à-dire les secteurs exportateurs, les activités extraverties, ceux qui sont en fait, qui disent au fond si une collectivité croît, si elle a un niveau de vie élevé, enfin, toutes ces choses-là sont assez largement menacées par la question de l'abolition des statuts fiscaux, qu'il s'agisse des quartiers généraux
immigrants de multinationales, donc Europe, Middle East, Afrique, hein, qu'il s'agisse du négoce, on vient d'en parler, qu'il s'agisse de certaines branches de la chimie, et évidemment avec une Genève internationale économiquement sous le choc du franc fort, des activités locales dont certaines souffrent encore du franc fort, et s'il ne nous reste pour la croissance que l'horlogerie et la bijouterie, qui est quand même une activité cyclique, donc il y a toujours un moment où ça s'inverse, ça va être un peu pour les prochaines années, et là, les questions sont... Maintenant, comment, je conclurai par là avant le débat, je pense qu'il y a rien de pire, si vous voulez, qu'un politicien qui dit à des banquiers comment ils doivent réinventer la place financière, et je ne le dirai pas. J'ai une certitude, si je regarde les événements passés. Le risque, c'est de ne pas accepter une bonne fois pour toutes que nous sommes dans un monde où il y aura une régulation internationale. Cette régulation internationale est bancale, se met en place difficilement, il y a certainement qui sont plus égaux que d'autres, enfin cette régulation, tout ça me paraît à peu près évident, mais en même temps cette régulation est nécessaire, parce qu'il est quand même difficile d'imaginer, notamment dans les pays développés, de type OCDE, de sortir des problèmes que nous avons, et le vieillissement de la population n'est pas le moindre, si on prend comme dogme ce que j'ai entendu dans les années 80, que de toute façon les fortunes transfrontalières paieront plus d'impôts. Ça n'a jamais été très bien de dire ça, maintenant les gens ne supportent plus qu'on le dise, ça ne se fera plus. De la même façon, vraisemblablement, il est devenu moins acceptable que Google paye de 86, je crois, % d'impôts sur la base d'un montage en Irlande, quoi. Donc ces éléments-là vont changer, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et évidemment, pour la Suisse, l'important, c'est que la régulation touche tout le monde. Ça, c'est vrai que si elle touche pas les places asiatiques, alors là, ça va devenir extrêmement difficile. Donc c'est une régulation OCDE. Et de façon générale, dans tous ces dossiers, l'important, c'est d'avoir un standard mondial, parce que le faire avec l'Union européenne, c'est un peu plus compliqué qu'avec un standard mondial, à mon avis, quand même. Parce que, comment dire, quand vous êtes sur un standard international, c'est une règle, il y a le G20 derrière, c'est assez puissant. Et ça peut avoir un caractère d'universalité. Avec l'Union européenne, et bien que j'ai toujours été un europhile convaincu, je dois quand même dire, c'est un peu... faites ce que je dis, pas ce que je fais, dans ces domaines-là, en particulier avec le Royaume-Uni de façon assez frappante. Ouais. Donc, je pense que le premier danger, donc, ce serait pas de ne pas accepter ces nouvelles règles, et puis, évidemment, de s'y adapter le plus rapidement possible. Moi, j'ai l'impression que cette adaptation a lieu, continuera à avoir lieu, mais qu'évidemment, elle a un coût. Et ce coût, une partie, évidemment, ceux qui perçoivent l'impôt, eh bien, ce coût, on va le partager aussi au niveau de la société. On a vécu de cet argent. Cet argent a été quand même, pour une bonne part, redistribué, à 24%, si je peux m'exprimer ainsi. L'argent gagné a été redistribué dans notre société, il y en a moins à redistribuer. On peut clairement vivre avec, sauf s'il y a un certain nombre de problèmes. D'autre part, je reste persuadé, c'est pour ça que l'État, avec la Fondation Place Financière, ont soutenu Sustainable Finance Geneva, que l'investissement ISR a un assez grand avenir, et qu'on a ici d'excellentes compétences pour le faire. C'est pas que ça va remplacer tout le business, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je crois que c'est une niche qui sera un peu plus qu'une niche dans un certain nombre d'années. Et je crois surtout, et c'est ma conclusion, aussi une répétition, que l'ensemble des compétences qui existent à Genève, la tradition multiséculaire qui existe également, le cosmopolitisme qui favorise aussi Genève et qui fait qu'il y a bien longtemps qu'on a des comptoirs partout, y compris dans le domaine bancaire ou du négoce, fait que la place financière va rester, et comme à d'autres périodes historiques, elle représentera vraisemblablement un peu moins dans le PIB. Et alors, l'important c'est qu'elle demeure, qu'elle se transforme, les salaires seront vraisemblablement moins élevés. Et alors, je veux dire, ça arrive dans 1000 autres domaines. Donc la question qui se pose pour Genève, c'est de dire, oui, eh bien,
Nous devons, comme État, travailler sur les conditions cadres. Et là, vous voyez bien le problème, hein, c'est-à-dire pour un certain nombre de conditions cadres jugées importantes, comme la sécurité, nous faut un peu de moyens en plus, et on est plutôt en train de vous dire que des moyens supplémentaires, on risque de ne pas en avoir beaucoup. Mais ça, c'est par rapport au tas d'argent sur lequel l'État genevois est assis, c'est quelque chose qui me paraît encore à ce jour gérable. Franchement, gérable. Je ne dis pas que c'est facile, parce que plus les gens... Moi, je vous l'ai dit comme ça, à la place de conclure, je vous la raconte. Je racontais une fois à un ambassadeur indien comment se passait la vie politique ici, sur le thème les gens sont jamais contents, quoi. En gros, les gens se plaignent de ci, les gens se plaignent de ça, lui me disant mais quelle ville merveilleuse et tout. Et à la fin, je lui raconte quelques exemples, hein, comme on le fait dans le Salon Jaune, et à la fin, il me dit mais soyez heureux. Si les gens à Genève sont comme ça, c'est qu'ils ont beaucoup. Parce que c'est quand les gens ont beaucoup qu'ils demandent toujours plus. Autant pour moi, j'ai trouvé que cet homme avait raison. Mais là, je crois donc, au-delà de la difficulté politique, de cette adaptation, de l'idée aussi générale que les sociétés occidentales sont en train de faiblir par rapport à d'autres sociétés, l'inquiétude que suscite l'allongement de l'espérance de vie, comment est-ce qu'on va financer le social, la globalisation, comment est-ce qu'on fait quand vous avez sur les entreprises et le travail un système social à supporter et que les autres ne l'ont pas. Toutes ces grandes questions, évidemment, vont faire que tout est relativement inquiétant, mais je pense que, voilà, l'économie c'est comme ça, hein, je veux dire, soit vous adaptez au fil des cycles, soit vous disparaissez sur une pente d'un cycle, et je ne crois pas que la Banque genevoise disparaîtra ainsi. Je pense qu'il a l'occasion, effectivement, d'une mise à plat, et je ne devrais pas le dire, parce qu'on va me faire encore 1000 ennuis dans certains camps, mais sur ce dossier-là, quelque part, je crains plus les politiciens que les banquiers.